Normalement, c'est à la fin qu'on applaudit. Vous savez, c'est comme les discours qu'on fait lorsque la personne est encore vivante et j'ai toujours l'impression d'entendre son oraison funèbre de son vivant. Là, c'est un peu la même chose. À propos de José Manuel Barroso, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote qui circulait dans les couloirs à Bruxelles il y a quelques années, parce que j'avais organisé, quand j'étais professeur à l'école de guerre, un séminaire d'études des institutions européennes et des institutions, entre guillemets, otaniennes, auprès des stagiaires de l'école de guerre. On disait de Barroso, vous savez que Barroso avait un penchant pour la divine bouteille, et il lui est arrivé de monter à la tribune tellement ivre qu'il fallait le tenir. Et donc les fonctionnaires européens, en référence à Jean Monnet, dont les parents étaient producteurs de cognac, disaient « L'Europe a commencé dans le cognac et elle termine dans le vin ». Voilà. J'ai une certaine émotion à venir ici parce que la première fois que je suis venu dans ces locaux, c'était il y a 50 ans. Ma belle-mère travaillait ici, à l'aspect de la France, et j'ai rencontré ici Monsieur Juel et Monsieur Pujol. J'étais à l'époque très jeune et je m'entretenais parce que j'étais de formation très classique et je voulais voir un peu ce qu'aspect de la France, qui étaient les locataires, comment les penseurs d'aspect de la France avaient raisonné avaient évolué par rapport au fondateur de l'Action française, dont le portrait est ici, Charles Maurras. Ce préambule étant fait, ce soir, je voudrais, là, en l'espace d'une quarantaine de minutes, à peu près, vous inviter à réfléchir sur le temps long. En réalité, on ne réfléchit jamais sur le temps long depuis maintenant 50 ans. Et en fait, à vrai dire, même depuis plus longtemps que ça. Vous savez, en fait, l'histoire des hommes connaît des bouleversements radicaux, régulièrement. Pour nous, le bouleversement radical, on a l'impression que finalement rien avant n'avait réellement commencé, c'est 1940. Quand vous regardez, quand vous écoutez, en fait, avant 1940, on évoque un peu, bon, il y a l'abominable période de 1940 pour la doxa générale, et puis la libération, voilà. En fait, ce qui a renversé le monde, c'est 1940. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1870, on avait vécu exactement la même chose. La défaite de 1870, c'est une défaite abominable en France. C'est comme ça, d'ailleurs, que naît l'Action française quelques années plus tard. Tout ça, c'est une espèce de risorgiamiento, si je puis dire, intellectuel, moral, politique. Mais si on monte plus avant, la guerre de 30 ans de 1648, c'est pareil. D'ailleurs, si vous faites des comparaisons, la guerre de 30 ans, qui se termine par les traités de Westphalie, plus jamais ça. Déjà à l'époque, on ne disait pas ça comme ça, mais à peu près. Plus jamais ça. Bien, en 1957, quand on fait le traité de Rome, c'est après une guerre de 30 ans, 14-18, 39-45. Vous voyez? En fait, l'histoire ne se répète pas, elle balbutie. Et c'est terrible parce que les hommes ne retiennent rien. Les hommes ne retiennent rien. Et de temps en temps, il y a des vigies comme des Cassandres qui se lèvent et qui disent « Mais attention, regardez, c'est déjà fait. » Mais vous savez que le porteur de mauvaises nouvelles, on le tue. Les Romains, lorsque l'aide de camp de l'impérator arrivait pour dire à Rome nous avons perdu la bataille, la première chose qu'on faisait, on le tuait. Comme ça, on était tranquille. On savait que la mauvaise nouvelle s'étouffait, enfin, s'éteignait avec le type qu'on avait éliminé. Et donc, ce que je voudrais, là, pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble, c'est essayer de vous montrer comment on a pu arriver, au fil des siècles, à avoir deux oppositions entre les partisans de ce que je qualifierais la nation, mais il y aurait beaucoup à dire sur la nation, parce que la nation, même celle que défendait Maurras, n'a rien à voir avec la nation qui préexistait avant la Révolution française. Et puis les empires. Alors des empires, il en existe de toute taille, et là aussi, les empires sont très différents depuis la Révolution française et avant la Révolution française. Et pour vous montrer ça, je vais, en espérant que ça fonctionne tout de suite, vous voyez, là, il y a une photo derrière moi. Alors, précédemment, vous aviez vu, excusez-moi, j'ai pas commenté. Précédemment, vous avez vu, j'ai mis la Louvre romaine parce que nous sommes totalement imprégnés de culture gréco-romaine. Mais à un point que même les plus latinistes d'entre nous n'imaginent pas. Et je vous le dirai tout à l'heure. Et à gauche, enfin sur votre gauche, vous avez le baptême de Clovis,
Vous savez, Philippe de Villiers raconte dans un de ses ouvrages que lors d'un repas avec François Mitterrand, Jacques Chirac, Margaret Thatcher, je crois, et puis Helmut Kohl, Mitterrand avait dit quelles sont les dates les plus importantes pour chacun d'entre vous. Et Mitterrand avait dit, pour moi, c'est 496. Incroyable, hein? Le baptême de Clovis, la naissance de la France, ce qui est faux, je vous le dis, c'est faux. Évidemment, c'est très belle. Là, l'histoire est belle, mais vous allez comprendre pourquoi c'est faux. Et puis de l'autre côté, eh bien, alors c'était pas ça pour Helmut Kohl. Pour Helmut Kohl, c'est 962, la création du Saint-Empire, enfin ça s'appelle pas comme ça, mais du Premier Reich, hein, avec Othon Ier, de la dynastie des Ottoniens. Et là, c'est le sacre de Charlemagne. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que pour nous, Charlemagne, quand j'étais enfant à l'école, on m'apprenait que Charlemagne, c'était un Français. Sauf que pour les Allemands, c'est un Allemand. Et d'ailleurs, c'est si vrai que à chaque fois que les Allemands ont eu à choisir, ils ont choisi souvent des gens qui s'appelaient Charles Quint, par exemple. L'une des raisons pour lesquelles il est élu contre François Ier, c'est parce qu'il s'appelle Charles, comme Charlemagne. Voilà. Alors, pour vous montrer à quel point tout ça s'inscrit dans l'histoire, dans le temps long, va revenir à une époque récente. Vous avez derrière moi Charles de Gaulle et puis Valéry Giscard d'Estaing. Celui-ci était le ministre de celui-là. Et celui-ci, d'ailleurs, si l'on en croit Perfit, était le seul qui avait à peu près, lors du Conseil des ministres, une certaine liberté pour pouvoir s'exprimer et non pas ne pas être d'accord avec le général de Gaulle. Vous savez, les généraux n'aiment pas qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Hein. Je sais de quoi je parle. Mais de Gaulle avait une espèce de, comment dirais-je, ouais, il était un peu débonnaire vis-à-vis de ce jeune premier Giscard d'Estaing. Et pourtant, s'il avait su. Regardez. Donc ça, c'est De Gaulle. Il faut prendre des choses comme elles sont, caractère politique, autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un capari en disant l'Europe, mais ça ne sert à rien et ça ne signifie rien. Je répète qu'il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles? Organisées. Et puis à l'action, c'est-à-dire ce que cet ensemble devrait faire dans le monde. Alors à cet écart-là, c'est beaucoup plus difficile, car il faut bien convenir que les uns et les autres ne font pas tous la même chose, et ne font pas tous les choses de la même façon, malheureusement. Il parle des pays européens. Les suivants. Équivalent qui voit brillant pour l'Europe. Ça fait des années, le dit, d'accord, on dit, Giscard a dit ça parce qu'il veut être président de l'Europe, non? Pas du tout, parce qu'il est évident, il faut un brillant pour l'Europe, alors on a studié Jacques Chirac. Il y a quelques jours, Delors a dit la même chose. Quand vous mettez des États en champ, qui se donnent des institutions, par exemple un parlement, un conseil, et que ces institutions peuvent prendre des décisions. Je reviens du budget européen, il y a des directives, et ainsi de suite. C'est un système de type Fegge-Bonda. Un du combat des Européens contre les nationalistes dans chacun de nos pays, qui a été nécessaire très longtemps pour mettre en place cette Europe contre les volontés nationales, notamment très présentes en France. Ce temps est fini. L'Europe et ses institutions sont en place. Et c'est irréversible. Et voilà. Vous avez un homme de gauche, enfin soi-disant, face à un homme de droite, soi-disant. Et en fait, ils étaient d'accord sur l'essentiel. Ça, c'est un extrait d'un débat avant le traité de Maastricht de 1992, où on voit deux personnes, et vous avez vu avec quelle finalement suffisance Michel Rocard dit, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous. Le nationalisme, c'est fini. Et il n'a pas dû voir le Brexit, d'ailleurs. Il était mort avant, je crois. Mais c'est très significatif, si vous voulez, de la classe politique qui considère que, voilà, les réalités nationales sont derrière nous. Et puis de l'autre, avant, vous aviez De Gaulle qui pensait que, et je l'ai coupé, mais il dit les Espagnols sont des Espagnols, les Allemands sont des Allemands, etc., etc. Et en réalité, ce sont deux visions qui s'opposent. Et ces visions s'opposent depuis exactement 2000 ans. Enfin, pas exactement, depuis 1500 ans. Et le pape François, en 2019, je n'ai rien contre le pape François, hein. Le pape François, en 2019, a déclaré à la Stampa, le nationalisme, c'est le repli sur soi, c'est l'isolement. Et j'entends des mots qui me font penser au discours d'Hitler en 1934.
Ce qu'il y a de très amusant, c'est que le pape François, à l'exception faite évidemment de la référence à Hitler, ne pensait pas reprendre globalement les mots du pape Léon III, qui essayait de convaincre Charlemagne de devenir empereur. Ou alors les mots du pape Clément VII, qui essayait de convaincre Charles Quint de devenir empereur contre François Ier, qui lui paraissait trop français, trop national. Le même Charles Quint qui d'ailleurs va brûler Rome 3 ans plus tard, après avoir reçu l'onction papale pour devenir empereur. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi l'Église, finalement, les papes, le pape François récemment, est plutôt en faveur des empires comme l'Union européenne que vis-à-vis des nations? Pourquoi le pape Léon III était comme ça? Pourquoi les hommes politiques sont comme ça? Pourquoi les banquiers sont comme ça? Pourquoi les hommes d'affaires sont comme ça? Eh bien, c'est assez simple. C'est qu'en réalité, il faut remonter à la destruction de l'Empire romain. Vous savez, quand l'Empire romain, alors les historiens donnent une date qui, comme toujours, les historiens sont des dates un peu repères, mais factices en même temps, donnent la date de 476. Et donc, quand en 476, l'Empire romain d'Occident, explose, c'est un terrible maelstrom qui se produit dans le monde. Alors, la partie orientale, qui est là, reste sous l'hégémonie de Constantinople, mais la partie occidentale explose. 476, c'est la déposition du roi Romulus Augustule. D'ailleurs, c'est amusant, le dernier empereur romain aura comme nom le nom du fondateur de Rome et le nom du premier empereur. Vous voyez les ironies de l'histoire. Et le chef barbare Odoacre, qui va déposer Romulus Augustule, ne veut pas du tout, lui, être empereur. Ce qu'il veut, c'est être romain. Alors, il va le déposer parce qu'il n'aura pas le choix. Mais la première chose qu'il fait, il écrit à l'empereur de Constantinople en lui disant « Je veux être sous vos ordres ». Pourquoi? Parce que Rome, c'est la prospérité. C'est la prospérité économique, c'est la prospérité sociale, c'est la prospérité religieuse. Les papes, n'oubliez pas, le pape de Rome, enfin l'évêque de Rome qui est le pape, le successeur de Saint-Pierre, à l'époque c'est le pape Gélase, n'est qu'un, même s'il est le pape, il est l'un des grands responsables, un des grands patriarches, il y en a 5, il y a celui de Constantinople, d'Alexandrie, etc., et celui de Rome. Mais il y a un problème, c'est que celui de Rome ne s'appuie plus sur l'Empire, puisque l'Empire a explosé. Et donc, la papauté va chercher pendant des siècles à essayer de reconstituer une espèce d'empire d'Occident, à la fois pour permettre l'évangélisation, parce que sans la paix, il est difficile d'évangéliser. Je rappelle que le mot païen, ça vient de paganus, qui veut dire paysan en réalité. Parce que les paysans dans les campagnes étaient moins touchés par les missionnaires, par les évangélisateurs, que les habitants des villes. Ça, c'est la partie spirituelle. Et puis, il y a la partie économique. Je vais vous donner quelques chiffres. Une ville comme Rome, avant le saccage de Rome par comment s'appelle-t-il? Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Pardon? Par Alaric, merci. Par Alaric en 410. La ville de Rome, c'est globalement, pas tout à fait, mais 1 million d'habitants. Au XIIIe siècle, la ville de Rome, ce sera 30 000 habitants. Voilà une ville, si vous voulez, qui, au fil des siècles, aura perdu pratiquement tous ses habitants. Le niveau de vie de l'Empire romain. En fait, on a fait des prélèvements dans le Mont Blanc. On a fait des carottages, vous savez, on fait des carottages dans le glacier du Mont Blanc, et on s'est aperçu que le niveau des glaciers qui correspondait à l'époque romaine était pollué par le plomb. La totalité de ce qu'on a pu calculer, du plomb produit donc justement à partir de ces prélèvements dans l'Empire romain, il faudra attendre le 19e siècle pour trouver une production de plomb équivalente dans le monde. C'est-à-dire qu'en 400, on produisait plus de plomb ou autant de plomb qu'on en produisait dans le monde entier au 19e siècle. Autre exemple, le niveau on appellerait ça aujourd'hui le PIB, le produit intérieur brut. Ça n'existait pas à l'époque, mais les historiens, les économistes sont amusés à calculer le PIB de l'Empire romain avant la grande crise d'ailleurs du IVe siècle.
eh bien, il faudra attendre le XIIIe siècle, ce qu'on a appelé en France le printemps de la France, pour retrouver un PIB équivalent. C'est-à-dire que pendant à peu près 1000 ans, pas tout à fait, pendant 1000 ans, le niveau de vie économique général des populations européennes aura considérablement baissé. Et en fait, si vous ajoutez à ça ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire du 5e siècle, et vous avez une espèce de mécanique qui se constitue, c'est-à-dire que il fait plus froid, il y a les guerres, donc il y a moins de gens, donc il y a moins de gens, il y a moins de production, il y a moins de production, donc il y a plus de famine, il y a plus de famine, les gens tombent malades, donc les gens sont moins nombreux, donc les gens sont moins nombreux, il y a moins de main-d'œuvre, il y a moins de main-d'œuvre, donc il y a moins de champs cultivés, donc il y a moins de production, donc il y a plus de famine, etc., etc., etc. Et en réalité, si vous voulez, toute cette romanité partagée, et j'ai écrit la date de 212 parce que 212, c'est l'édit de Caracalla. C'est la grande erreur de l'empereur Caracalla. Les historiens ne savent pas pourquoi Caracalla fait son édit en 212 qui donne la citoyenneté romaine à tous les citoyens de l'Empire romain. Ce qui va avoir comme effet néfaste, c'est que si tout le monde est citoyen, on n'a plus besoin d'efforts, on n'a plus d'efforts à faire pour le devenir. Il fallait, par exemple, pendant 15 ans dans la Légion romaine pour devenir citoyen romain. Saint Paul de Tarse, vous savez, était citoyen romain. Il n'en était pas peu fier. Quand il avait été mis en prison, il avait expliqué rapidement qu'il était citoyen romain. Moyennant quoi, il n'a pas été crucifié, on lui a coupé le cou. Ça présente des avantages. Et comme Caracalla fait de tous les citoyens, enfin de tous les habitants de l'Empire romain des citoyens, en réalité, on va avoir une déliquescence morale de l'ensemble des habitants. Les gens feront de moins en moins d'efforts, les gens ne se protégeront plus contre les barbares, et donc en 476, ce monde-là disparaît. Il y avait eu des alertes. À la bataille de Teutobourg, en 9 après Jésus-Christ, les légions romaines avaient été battues par Arminius, Hermann en allemand, un ancien d'ailleurs qui avait été formé chez les Romains. Et du coup, le limès, la frontière entre l'Empire romain et les barbares, apparaît là telle qu'elle est dessinée. Et cette frontière-là, c'est la frontière qui a prévalu entre ce que j'appellerais la romanité et ce qui n'était pas la romanité, c'est-à-dire les barbares. Et aujourd'hui encore, vous voyez, puisque je suis allé en ex-Yougoslavie, vous voyez ici un partage très net entre la partie orientale et la partie occidentale. Les gens d'ici en Yougoslavie ne sont pas exactement les mêmes que ceux-là. Ils sont les mêmes sur le plan ethnique, mais ils ne sont pas les mêmes dans leur façon de raisonner ou leur façon même d'écrire. Et puis, quant aux autres là-haut, eh bien, il y a une vraie différence entre les peuples allemands et les d'origine germanique qui ont été romanisés et ceux qui ne l'ont pas été. J'y reviendrai dans un instant. Alors, vous voyez, les invasions barbares, en 410, donc Alaric saccage Rome, les Vandales, vous voyez, tout l'Empire romain, la partie donc orientale restera romaine et la partie occidentale bien, va se déliter complètement et va devenir des espèces de petites principautés. Pendant 300 ans, dans ce qu'on va appeler, on va dire, la Gaule romaine, c'est-à-dire globalement des Pyrénées jusqu'à la Belgique incluse là. Eh bien, pendant 300 ans, jusqu'à l'arrivée de Pépin le Bref et surtout de son fils Charlemagne, il y aura chaque année, vous entendez bien, chaque année, il y aura une partie du territoire sur lequel il y aura la guerre. Chaque année, pendant 300 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont vivre dans une espèce de crainte permanente. Et avec la nostalgie terrible de cet empire qui en fait, vous garantissait une forme de vie paisible, qui vous garantissait une forme de vie économique agréable, et éventuellement même qui vous garantissait de pouvoir progresser sur le plan spirituel. Ce qui fait que dans l'ensemble de la société, depuis les responsables, aujourd'hui on appelle ça les élites, mais depuis les responsables, qu'ils soient politiques, qu'ils soient militaires, qu'ils soient religieux, qu'ils soient intellectuels, jusqu'aux plus petits des exécutants, des gens qui constituent la société, vous aurez cette espèce de regret qui sera immanent et qui sera porté de façon globale par tout le monde.
Alors, 300 ans passent, et donc on arrive à l'Empire carolingien. Je baptise ça le christianisme romanisé. Alors Charlemagne, vous savez, c'est un personnage extraordinaire, extraordinaire. Il ne sait ni lire ni écrire, mais il sait donner des coups d'épée. Et il comprend que pour donner des coups d'épée, pour que ce soit efficace, il faut savoir pourquoi on donne des coups d'épée. Et que pour savoir pourquoi on donne des coups d'épée, il faut être cultivé. Alors il va entrer dans une espèce de conflit avec un certain nombre de ses vassaux, qui eux préfèrent donner des coups d'épée sans s'interroger, et puis d'autres qui voudront comprendre aussi pourquoi ils donnent des coups d'épée. Et là aussi, vous voyez, le temps long est très important parce que aujourd'hui encore, dans l'armée française, vous avez des gens qui pensent qu'il ne sert à rien de s'instruire de façon exagérée et que, au bout du compte, dès lors qu'on est un technicien de la chose militaire, cela suffit bien. Le général de Gaulle, dont je parlais tout à l'heure, écrit dans une de ses œuvres, Vers l'armée de métier, il écrit que, en fait, la culture générale, c'est la clé du commandement. Que derrière de toutes les victoires d'Aristote, de toutes les victoires d'Alexandre le Grand, on trouve l'enseignement d'Aristote. Et en 1870, par exemple, vous aviez dans la notation des officiers qui disaient « J'ai vu cet officier-là avec un livre, moins 3 points ». Le général de Lattre, grand homme s'il en est, le général de Lattre, le maréchal de Lattre de Tassigny, l'une des raisons pour lesquelles il a largement favorisé le départ de Saint-Cyr de Versailles vers les landes bretonnes de Couët-Quillan, c'est qu'il trouvait que les Saint-Cyriens étaient devenus trop intellectuels. S'inscrivait en cela contre de Gaulle, vous voyez. Et tout ça remonte à la chevalerie, à Charlemagne. Alors Charlemagne, donc, ne sait ni lire ni écrire, mais il sait donner des coups d'épée. Et il les donne bien. Il les donne bien, il les donne même si bien qu'il a compris que à coup d'épée, il arriverait à se recréer un empire tel qu'il apparaît ici. Avec une petite exception, les îles, le royaume anglo-saxon. Vous savez que les Anglais baptisent la période qui s'étend entre le 6e, 5e siècle, 6e siècle et le 10e siècle, ils appellent ça le Dark Ages, les âges sombres. Parce qu'en réalité, ils passent à côté, justement, de l'Empire carolingien. Et c'est tout le paradoxe parce que le principal conseiller de Charlemagne s'appelle Alcuin. C'est un abbé, Alcuin. Et Alcuin est anglais. On dirait aujourd'hui, il est anglais. Et il parle parfaitement le latin. Et aujourd'hui encore, on a, je crois de mémoire, 37 ou 38 lettres conservées d'Alcuin, qu'il a rédigées, qu'il a envoyées au pape, qu'il a envoyées à l'émir de Cordoue, etc., etc. Il écrivait au nom de Charlemagne. Et Charlemagne rencontre Alcuin dans le sud de la France. Et on dirait aujourd'hui, ça match entre les deux hommes. Et Alcuin fait de Charlemagne, il arrive petit à petit, il n'est pas le seul, il est aidé en cela par Paul le Lombard, un autre moine. Il arrive petit à petit à convaincre Charlemagne du rôle éminent qu'il peut jouer comme héritier de l'Empire romain. Mais Charlemagne n'a pas du tout envie d'être empereur. Pas du tout. Ça ne l'intéresse pas. Alors, on l'incite à rencontrer le pape Léon III. Pourquoi ? Parce que Léon III, son pouvoir est remis en cause par les Romains, les habitants de Rome de l'époque. Et donc, à un moment donné, Charlemagne prend ses soldats et, après avoir rencontré Léon III à Paderborn, dans un de ses palais, il file jusqu'à Rome et là, il met tout le monde d'accord à grands coups d'épée. Vous savez, moi, je crois beaucoup à l'usage de l'épée. Je trouve que c'est très pratique. Et donc là, il met tout le monde d'accord. Et Léon III, le 25 décembre 800, vous le savez tous, on a tous appris ça à l'école, Léon III réussit à persuader Charlemagne de devenir empereur et le sacre empereur. Avec quelques éléments qui ne vont pas plaire à Charlemagne. D'abord, il le couronne lui-même pour lui montrer que le pouvoir de Charlemagne procède du pape. Ça va tellement embêter Charlemagne qu'il va revoir complètement le déroulement du sacre de l'empereur et que son fils, Louis le Pieux, ou Louis le Débonnaire, sera sacré selon la formule voulue par Charlemagne. C'est-à-dire que Charlemagne se mettra la couronne lui-même, enfin le fils
de Charlemagne se mettra la couronne impériale lui-même sur la tête. Pourquoi? Eh bien parce qu'en réalité, si on revient en arrière et vous voyez l'importance du temps long, même chez un homme comme Charlemagne, et il est encouragé en cela par Alcuin, dont je rappelle qu'il était moine, qu'il était abbé. En fait, les empereurs romains cumulaient 3 charges. Ils étaient princeps, c'est-à-dire ils étaient premiers magistrats du Sénat. Ils étaient impérateurs, c'est-à-dire qu'ils étaient généraux en chef. Et ils étaient pontifex, c'est-à-dire qu'ils étaient les représentants, d'une certaine façon, de Dieu, des dieux sur terre. D'ailleurs, beaucoup d'empereurs romains ont été panthéonisés, enfin divinisés, juste après leur mort. Certains même du temps de au moment de leur vie. Et donc, en fait, cette triple couronne, qu'on voit bien d'ailleurs dans la tiare que portent les papes, cette triple couronne de la magistrature, c'est-à-dire la loi, de la force militaire, l'impérateur, et de la spiritualité, le pontifex, cette triple couronne va être l'objet d'un débat permanent entre les papes et les successeurs de Charlemagne. Mais pour en revenir à Charlemagne, eh bien, on croit que l'affaire est réglée. Pourquoi? Bien parce que globalement, entre 790 et 815, Charlemagne meurt en 814, pendant à peu près une trentaine d'années, et même au-delà, parce que ça va continuer après la disparition de Charlemagne, on va avoir ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. D'un seul coup, à nouveau, eh bien, l'économie prospère, les routes se créent, les échanges commerciaux se font. Et c'est quoi? Eh bien, ça veut dire l'Empire est un gage de prospérité. L'Empire est un gage de paix sur le territoire de Charlemagne. Il y a la guerre dans les marches. Dans les marches, d'où vient le mot marquis d'ailleurs, là il y a des guerres, mais dans le royaume, dans l'empire carolingien, c'est la paix. Et donc, à nouveau, 300 ans après la disparition de l'Empire romain, on associe la notion d'empire avec la notion de prospérité économique, avec la notion de paix et éventuellement la notion de christianisation. Sauf que Charlemagne meurt, son fils lui succède, et son fils, mal inspiré, se remarie. Il était vieux, il se remarie avec une jeune femme. Sur le plan humain, on peut le comprendre. Sur le plan politique, c'est plus contestable. Je ne parle pas du plan moral. Et donc là, il crée une dissension entre certains de ses fils et le nouveau fils né d'un autre lit. Et donc, il va y avoir des tas d'oppositions qui vont finir par des conflits armés. Et avec un traité de 843, le traité de 843 signé à Verdun va être déterminant pour la construction, d'abord la dissolution de l'Empire romain, et puis la construction des États qui vont s'implanter, enfin des États, c'est pas le bon terme, mais des entités politiques qui vont se constituer sur les débris de l'Empire carolingien. Alors vous allez me dire, 843, Verdun, tout ça, ouais, d'accord, c'est bien mon général, c'est bien votre truc là, ça nous fait passer un bon moment ce soir, mais c'est quand même vachement bien, c'est vachement loin. Ouais, je suis loin. Sauf qu'en 1916, le 21 février 1916, le Kronprinz, le fils de Guillaume II, décide d'attaquer les Français, sur le saillant de Verdun. Alors vous savez, peut-être parmi vous, il y a quelques militaires, mais quand vous faites la guerre, on n'attaque jamais un saillant sur la pointe du saillant. Vous voyez, quand c'est comme ça. On l'attaque ici et là pour pouvoir le couper. Les Allemands font exactement le contraire. On ne sait pas pourquoi. Le général qui commande à Verdun dit à Joffre, les Allemands vont attaquer. Joffre lui dit, mais non, c'est pas possible. Si, je sais, ils vont attaquer là. Et Joffre envoie d'ailleurs son chef d'état-major, le général de Castelnau. Le général de Castelnau reviendra et dira, oui. Et donc on va relever l'angle de carré qui aura tout bien préparé, on va le relever par Pétain. Et quand les Allemands ont attaqué avant que Pétain arrive d'ailleurs, et quand les Allemands attaquent, eh bien, ils vont se casser les dents. Et pourquoi ils attaquent là? Parce que Verdun, c'est pour les Allemands une capitale importante. Évidemment, quand on va à Verdun, même encore aujourd'hui, c'est quand même pas une grande capitale. Mais dans l'imaginaire, dans l'histoire allemande, Verdun est constitutif de ce qu'est l'Allemagne. Et vous voyez, je vous raconte ça pour vous dire à quel point
lorsque j'entends un président de la République, dont je ne dirai pas le nom, dire qu'on n'a pas d'histoire ou que finalement, ce qui compte, c'est le temps présent, combien on peut se tromper? Combien on peut se tromper? Et d'ailleurs, ici, vous voyez, les trois, là, vous avez l'axe, la Lotharingie, qui va donner le mot Lorraine. La Lotharingie, c'est l'axe de la prospérité européenne. C'est un axe qui s'étend, comme vous le voyez, de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée, en passant par la Lombardie, la Suisse, la vallée du Rhin, et puis la partie belge. C'est-à-dire, c'est la partie la plus riche, celle qui va être la partie la plus riche pendant très longtemps en Europe. Très longtemps. Vous savez, quand j'étais jeune et que je préparais Saint-Cyr, on avait un professeur de géographie, il nous expliquait, il y a une diagonale qui sépare la France. Vous avez, alors moi, j'ai pas de chance parce que je suis d'ici, là, vous voyez, là, ici, là. Hein. Alors ça, c'est la diagonale des pauvres, voilà. Inutile de vous dire, je le regardais avec un sale œil. Et ici, vous avez la diagonale des riches. Et les riches, ça correspond globalement à la Lotharingie. Et cette séparation, là, cette organisation, eh bien, on va la retrouver, et je vous le dirai tout à l'heure, jusqu'au XXe siècle. Alors, ça donne naissance à ce qu'on va appeler par la suite le Saint-Empire romain germanique. Pourquoi? Eh bien, les descendants de Charlemagne, les Carolingiens, tombent petit à petit, se font la guerre entre eux, et puis finalement, les hommes ne sont plus à la hauteur de ce qu'étaient leurs ancêtres. Et le dernier Carolingien qui peut prétendre à hériter à un moment donné, notamment de cette partie-là, là, de ce qu'on appelait la Francie orientale, donc, eh bien, va disparaître, et les Allemands vont, enfin les Allemands, les peuples germaniques vont élire un homme issu de la Germanie, c'est-à-dire de ce qu'on appelle là, ce que vous voyez apparaître comme le duché de Haute-Lotharingie, l'un des leurs. Ils vont refuser le carolingien français, entre guillemets français, ils vont refuser le carolingien français au principe qu'il n'est pas véritablement germanique. Ça va se passer en 962, enfin un peu avant, 911, 920, et ça va se concrétiser avec le sacre en 962 de Othon Ier par Étienne II, qui va lui dire, il va le sacrer à Rome, et qui va lui dire exactement la même chose que ce qu'avait dit Léon III à Charlemagne. Vous êtes là pour défendre la papauté. Et lui, il va l'accepter, très bien. Il a compris que en souscrivant aux exigences du pape, il a des chances d'être un empereur plus respecté, plus puissant, et probablement capable de s'imposer vis-à-vis de ses pairs. Et puis, donc, 962. 962, je vous le disais tout à l'heure en préambule, c'est la date choisie par Helmut Kohl pour dire que c'est la date importante. Vous voyez, le Premier Reich. Le Premier Reich. Quand Adolf Hitler créera le Troisième Reich, il s'inscrira dans la continuité du Deuxième Reich créé par Bismarck et Guillaume Ier en 1870, et donc du Premier Reich créé en 962. Vous voyez le poids de l'histoire. Pendant ce temps-là, en France, eh bien, les choses ne se passent pas bien non plus pour les Carolingiens. Et donc, en 987, il faut trouver un successeur. Il faut trouver un successeur au dernier Carolingien présent. Et celui qui mériterait le plus près de Charlemagne, est un Allemand. Et les barons d'Île-de-France vont faire exactement la même chose que ce qu'ont fait les Germaniques. Ils vont choisir l'un des leurs au principe qu'il est français, en tout cas d'Île-de-France. Pourquoi? Eh bien, en fait, comme je vous le disais, si on revient un peu en arrière, l'Empire romain, lorsqu'il a explosé, tout le monde s'est retrouvé un peu livré à lui-même. Mais c'était encore plus vrai au temps des Carolingiens. Au temps des Carolingiens, quand vous étiez ici, par exemple, en Navarre, je prends cet exemple parce que c'est le pays où j'habite, ou la Catalogne, lorsque Abdelrahman venait les envahir, eux se retournaient vers le pouvoir central en disant aidez-nous. Sauf que les Carolingiens de l'époque, Louis le Pieux, étaient englués dans ces querelles de guerre civile ou de guerre dynastique, et donc il disait démerdez-vous les gars. Et donc, à force de se débrouiller, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on développe des solidarités locales.
C'est-à-dire qu'en réalité, on devient de plus en plus proche de son voisin parce qu'on se lie à lui pour pouvoir se protéger contre les gens qui viennent de l'extérieur. Et c'est normal. C'est-à-dire que petit à petit, les identités d'abord régionales, provinciales, puis nationales, vont prendre le pas sur le sentiment global d'Européen, de romanité ou de carolingianité, si je puis dire, qui pouvait prévaloir jusque-là. Et se passe exactement la même chose avec le Saint-Empire romain germanique, qui est un christianisme germanisé. Et le problème des Germains, je vous le disais tout à l'heure à propos du limes, c'est que de deux côtés, selon qu'on a été ou non romanisé avant la bataille de Teutobourg ou pas romanisé, on se trouve dans une culture assez différente, mais toujours fasciné par le Sud. Et pendant des siècles, les empereurs romains germaniques ne vont cesser de vouloir s'imposer auprès des Italiens. Et les Italiens ne vont cesser de vouloir repousser ces Germains, les Tudesques, c'est de là que ça vient d'ailleurs. Tuecci Tulecci en italien, qui veut dire barbare, quoi, d'une certaine façon. Et ça donnera le mot tudesque en français. Et ça va se concrétiser notamment par l'opposition qui va prévaloir entre Henri IV, pas le roi français, mais Henri IV, l'empereur germanique, et le pape Grégoire VII. Et vous savez qu'Henri IV finira à genoux à Canossa. Mais derrière l'opposition qu'il y a entre les deux hommes se trouvent deux éléments très importants. Le premier, c'est que le pape veut être le chef et refuse le césaropapisme, c'est-à-dire que jusque-là, les empereurs du Saint-Empire romain germanique élisaient, choisissaient les évêques, les abbés, etc. Le pape Grégoire VII, en appliquant la théorie du pape Gélas, dont je vous ai parlé au moment de la chute de l'Empire romain, dira mais non, c'est au pape de choisir les évêques, les abbés, etc. Donc d'où le conflit, d'où Canossa. Donc la primauté du siège de Pierre sur les empereurs. Et la deuxième, c'est le sentiment très italien, très romain, très latin, mais très italien, face à ces Allemands du Nord. Et là où on voit que l'identité des peuples parle parfois beaucoup plus que l'intérêt simplement économique, financier ou de bien-être matériel. Vous savez, en reprenant la phrase de l'Évangile, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et l'homme, le citoyen, non seulement vit pas seulement de pain, non seulement il ne vit pas de marché commun, non seulement il ne vit pas du prix de la pomme de terre ou de je ne sais quoi, il vit aussi parce qu'il se sent ou il ne se sent pas légitimement appartenant à une collectivité régionale, nationale ou autre. Alors on continue notre voyage dans l'histoire. On arrive à un nouvel empire, l'empire napoléonien. Et alors là, on est dans une rupture absolue. Pourquoi ? Parce que il y a eu la Révolution française. Et la Révolution française, elle est directement issue du siècle des Lumières. Et Rousseau, d'abord, avec le contrat social, mais pas, je dis d'abord, en fait, c'est une erreur, mais Rousseau, d'une part, avec le contrat social, et Montesquieu, d'autre part, vont élaborer un nouveau concept de la nation. Jusqu'alors, la nation trouvait sa ramification, trouvait ses racines dans l'idée qu'on se faisait de Dieu. De Dieu venait toute puissance, de Dieu venait tout pouvoir. Et d'un seul coup, avec Rousseau et avec Montesquieu, on dit que non, la légitimité du pouvoir provient de la collectivité, de la communauté. C'est le citoyen qui donne la légitimité au pouvoir. Et ça va changer radicalement l'aspect de nation. Tout à l'heure, je discutais avec l'un de nos hôtes et je lui disais que Charles Maurras, le génie de Maurras, c'est d'avoir transformé une notion de gauche, le nationalisme, tel qu'il prévalait au XIXe siècle, en une notion traditionnelle, si je puis dire. Mais c'est aussi une grande faute, à mon avis, parce que en réalité, il ne l'avait pas complètement enlevé de ces scories qui étaient des scories que je qualifierais d'athées, ou en tout cas en opposition avec Dieu.
Et donc Napoléon, qui est l'héritier, il se réclamait comme tel du siècle des Lumières, a porté à travers l'Europe les idées du nationalisme. C'est grâce, ou à cause, je ne sais pas, de Napoléon qu'on se retrouvera avec une idée nationale allemande. Lorsqu'il va, les Allemands, vous savez que la grande armée qui est partie vers la Russie, la grande armée qui avait 700, 800 000 hommes, était constituée au moins pour la moitié de gens qui devaient payer un tribut, des Allemands, des Italiens, etc., qui venaient servir dans la grande armée. Mais bien qu'ils fussent alliés avec Napoléon, petit à petit, ils vont détester ce qu'on va appeler la grande nation, c'est-à-dire la France. Vous voyez, vous avez derrière moi une représentation de ce qu'était la France. Rome était française. Barcelone était française. Là-haut, on allait jusqu'à la mer du Nord. L'empire de Napoléon avait une frontière commune avec l'Empire ottoman. Mais tout cela se faisait dans une idée d'un empire français, non pas d'un empire cosmopolite comme l'empire pouvait l'être l'empire romain, mais comme un empire français, avec l'idée nationale française. Et donc, on a envoyé dans tous les pays eh bien, notre idée de ce qu'était la nation. Napoléon a commencé par dissoudre le Saint-Empire romain germanique en 1806, il a créé la Confédération du Rhin, il a mis comme ça tout à fait les germes de la création de la future Allemagne. Il va créer la même chose. Les Italiens étaient très favorables, les États italiens étaient très favorables à la Révolution française et à l'arrivée des Français. Ils les voyaient comme des libérateurs à la fois vis-à-vis des Autrichiens, des libérateurs vis-à-vis du pape, des libérateurs d'une manière complète. Mais très rapidement, ils vont déchanter. Lorsque le beau-fils de Napoléon, le fils de Joséphine de Beauharnais, Eugène de Beauharnais, qui était vice-roi d'Italie, puisque le roi d'Italie, en titre, c'était Napoléon. Le vice-roi d'Italie dit à son beau-père, il lui dit, voilà, je suis en train de développer la partie industrielle, notamment dans la vallée du Pô. Napoléon lui dit, halte. La première chose qu'on va faire, d'abord, souvenez-vous que vous êtes un prince français et que vous devez défendre les intérêts de la France et pas de l'Italie, même si vous êtes le vice-roi d'Italie. Premier point. Puis le deuxième point, d'ailleurs, à ce propos, vous allez ramener toutes les machines à tisser le soie qui sont très performantes, qui ont été développées par les Italiens dans la vallée du Pô, vous allez les ramener à Lyon parce qu'à Lyon, elles sont moins performantes. Et donc, on dépossède les Italiens comme ça de leurs machines à tisser le soie. Alors évidemment, ils nous regardaient avec méfiance. Les libérateurs étaient devenus des occupants. Et en fait, cette transformation de la nation, de l'idée de nation, elle prévaut aussi pour l'Empire. L'Empire de Napoléon n'a rien à voir avec l'Empire romain, l'Empire carolingien et avec avec le Saint-Empire romain germanique. Mais, lorsque Napoléon va se faire couronner à Notre-Dame, il aura récupéré, alors était-ce l'Avragne, était-ce pas, mais peu importe, il aura récupéré l'épée joyeuse, l'épée de Charlemagne. Et le protocole qui sera appliqué pour son couronnement sera le protocole tel qu'il avait été élaboré par Charlemagne pour son fils Louis le Débonnaire. Et c'est pour ça que Napoléon prend la couronne et se la pose sur la tête pour montrer à Pie VII qu'il ne tient pas le pouvoir de Pie VII. Mais souvent, les gens ont dit « Ah bah, quand même, c'est incroyable, c'est vraiment un révolutionnaire. » Non, non, il faisait exactement comme Charlemagne avait dit qu'il fallait faire. Vous voyez, cette volonté de toujours se raccrocher à l'histoire, dans ce cas-là, de plus noble d'une part, et d'autre part, de plus long sur le temps. On continue Alors, malheureusement, Napoléon va détruire, comme je vous le disais, le Saint-Empire romain germanique, il fait la Confédération du Rhin, et surtout, il écrase la Prusse à la bataille de Iéna en 1806, qui va déboucher sur la paix de Tilsit. Et donc, là, il aura tellement détruit la Prusse qu'il confiera, lorsqu'il sera à Sainte-Hélène, que les Prussiens lui en voudront toujours. Et oui, le jeune Guillaume Ier, il a 8 ans ou 9 ans lorsque il est obligé de fuir depuis le royaume de Prusse, depuis Berlin, il est obligé de fuir vers Memel, vers Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad. Il est dans la diligence de sa mère. Il n'oubliera jamais, vous entendez ce que je vous dis? Il n'oubliera jamais. Il arrivera au pouvoir seulement en 1861. Il aura 62 ans à ce moment-là.
Eh bien, à 62 ans, il se souviendra encore de ce que les Français lui ont fait. Bismarck, donc, qui était cité tout à l'heure, Bismarck, que je tiens pour le plus grand homme d'État du 19e siècle, Bismarck, qui venait souvent en vacances chez moi là-bas au Pays Basque, détestait les Français. Il disait, la France est très jolie, mais pas les Français. Et pourquoi? Pour la raison de Iéna. Nous avons divisé la Prusse par deux, nous avons ruiné la Prusse, les Prussiens ne l'oublieront jamais. J'y reviendrai dans un instant. Et puis, alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, les Italiens, j'ai vaguement évoqué, l'affaire sera terminée avec son neveu Louis-Napoléon, qui sera aussi l'un des responsables de la constitution de l'Italie moderne. Nous arrivons donc à l'Empire allemand. L'Empire allemand, donc 1871-1918, mais je pourrais dire 1871-1918, parenthèse, 1933-1945. Donc le Deuxième Reich. Donc vous voyez, ils s'inscrivent résolument dans la volonté d'être les héritiers du Premier Reich, du Saint-Empire romain germanique. Vous connaissez un peu l'histoire, comment tout cela s'est fait, avec un grand problème, c'est que Napoléon III, qui était un idéologue, qui a fait le plus grand bien, à mon sens, en politique intérieure, mais qui a eu une politique extérieure calamiteuse, à la fois pour l'Italie, mais aussi pour l'Allemagne, se retrouve en porte-à-faux en 1866, puisqu'il promeut, vous savez, la liberté des peuples, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, lorsque Guillaume Ier fait la guerre à François-Joseph, l'empereur d'Autriche, et qu'il le bat à Sadova en 1866, en fait, tout le monde se dit, mais est-ce que Napoléon va intervenir? Est-ce que Napoléon III va intervenir? Si l'armée française était intervenue, les choses auraient changé. Mais il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il soutient la Vénétie. Or, la Vénétie est attaquée aussi par les Autrichiens. Et les Vénitiens n'ont plus envie d'être Autrichiens. Et comme Napoléon III est absolument convaincu que les peuples doivent disposer d'eux-mêmes, il ne peut pas soutenir un empereur alors que celui-ci empêche les Vénitiens de vouloir devenir italiens. Et puis en plus, Guillaume Ier explique à Napoléon III que les gens qui sont ici n'ont qu'une envie, c'est d'être allemands. Donc Napoléon III ne peut pas aller à l'encontre de ces idées. Alors comment se fait cet empire? Et vous allez voir comment l'histoire balbutie. En réalité, en 1834, on va créer un organisme qui s'appelle le Zollverein. Le Zollverein, c'est une espèce d'association économique entre tous les différents États, la Westphalie, la Rhénanie, la Saxe, etc., la Prusse, la Bavière. On va faire une espèce de zone de libre-échange. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais on pourrait l'appeler comme ça, presque. Et ça va tellement avec l'idée selon laquelle que si on fait une prospérité économique commune, on arrivera un jour peut-être à faire un État allemand commun. Et ça va tellement bien marcher, c'est qu'en 1866, je vous disais que les Prussiens étaient en guerre avec les Autrichiens, mais le Zollverein fonctionnait. Et il fonctionnait comment? Eh bien, en réalité, quand il y avait des droits de douane qui n'étaient pas comptés, qui étaient défalqués, tout ce que vous voulez, on créait une cagnotte et cette cagnotte était reversée à Berlin et Berlin refaisait un partage des bénéfices selon les États en fonction de ce qu'ils avaient cotisé. Eh bien, en 1866, les Prussiens, sont en guerre avec un certain nombre, avec les Bavarois, par exemple, qui sont les alliés des Autrichiens. Eh bien, pendant toute la guerre, les Prussiens continueront à reverser à leurs ennemis les bénéfices du Zollverein. Et quand vous voyez avec le marché commun, on nous avait expliqué la même chose. Si on fait un marché commun, au début, c'était que économique, mais l'idée, c'était que s'il y avait une prospérité économique, on arriverait peut-être à faire un jour une Union européenne telle que une Union européenne politique. En tout cas, pour la Prusse, ça a marché. Le Zollverein permet de constituer cet empire wilhelmien. Alors cet empire wilhelmien, comme je l'ai écrit, c'est le pan-germanisme exalté. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est allemand. Depuis l'Alsace-Lorraine jusqu'à la Prusse orientale. Guillaume Ier
je vous le disais, il est arrivé, il est devenu empereur, il avait 62 ans. Guillaume Ier n'a pas envie de faire la guerre à l'Autriche, il a peur de l'Autriche. Mais Bismarck lui dit non, non, ne vous inquiétez pas, on va leur casser la gueule. Alors l'autre dit, hein, alors, bon, vous prenez la responsabilité. Et donc, bataille de Sadova. Et donc, à Sadova, les Autrichiens sont balayés. Évidemment, Guillaume Ier dit à Bismarck, non, bah, maintenant qu'on est là, on va jusqu'à Vienne, puis alors là, on va faire le défilé de la victoire à Vienne. Hein. Et Bismarck lui dit, surtout pas, parce que l'ennemi, c'est la France. L'ennemi, c'est pas l'Autriche. Donc, on va faire la paix avec l'Autriche, et dans 4 ans, on fera la guerre à la France. Et 4 ans plus tard, on fait la guerre à la France. Et on bat la France, à la stupéfaction de tout le monde. Je rappelle que tout le monde voulait aller à la guerre. Émile Ollivier, qui était l'espèce de Premier ministre de l'époque, disait « Je vais à la guerre d'un cœur léger ». C'est incroyable comme les hommes politiques envoient les soldats assez d'un cœur léger à la guerre. Ça m'a toujours surpris. Enfin bref, les Français sont battus. C'est un cataclysme. Personne s'y attend. Je suis allé un jour en visite officielle au Chili. Les Chiliens, pendant très longtemps, ont copié l'armée française, jusqu'en 1880, le temps que la nouvelle franchisse l'océan, j'imagine. Et là, du coup, du jour au lendemain, ils n'ont plus que copié les Allemands. Parce qu'ils se sont dit, bah, si les Allemands ont battu les Français, c'est les Allemands qui vont copier. Ils n'ont gardé que les attenantes, ce qu'on appelle les attenantes des officiers généraux. Quand j'étais là-bas, ils me disaient, vous voyez, mon général, on a comme vous, hein, on a les mêmes trucs que vous. Hein, c'est tout ce qui nous reste de l'influence française. Je me disais, bon, bah, c'est mieux que rien. Mais en 1871, donc, la France est écrasée et on décide de constituer ce deuxième empire, ce deuxième Reich. Mais Guillaume Ier, comme Charlemagne, ne veut pas être empereur. Et donc Bismarck, qui est un type absolument génial, arrive à circonscrire le roi de Bavière, le roi de Westphalie, et leur dire, on va faire un truc, là, dans la Galerie des Glaces, et on va choisir la date, qui est la date anniversaire de la bataille de Leipzig, qui est la bataille qui marque le reflux de l'Empire napoléonien de 1813. Vous voyez, il n'y a pas... Tous les symboles comptent, et on fait ça à la Galerie des Glaces. Et quand Guillaume Ier sortira de la salle, il jettera un regard absolument désabusé à Bismarck, en disant qu'il lui en voulait beaucoup. Bon, en 1888, vous le savez, c'est ce qu'on appelle le Reich des 3 empereurs. Guillaume Ier meurt, son fils meurt, et c'est Guillaume II qui monte sur le trône. Et Guillaume II est très jeune, pas très intelligent, et la première erreur qu'il fait, il se débarrasse du vieux Bismarck, qui a 88 ans, 89 ans, mais qui est un type absolument génial, et qui lui dit, surtout, ne lâchez jamais les Russes. Ne lâchez jamais les Russes. Évidemment, 15 ans plus tard, Guillaume II va abandonner les Russes. Ça va donner la guerre de 14-18. Les Russes seront du côté des Français et des Anglais. Guillaume II, d'ailleurs, pendant très longtemps, sera persuadé que jamais les Anglais ne feront la guerre, puisqu'il est le petit-fils de la reine Victoria, je le rappelle, hein, que jamais les Anglais ne feront la guerre à leurs cousins, ce en quoi ils se trompent. Les Allemands vont être battus en 1918, et on arrive au traité de Versailles. Alors, le traité de Versailles, c'est très intéressant, parce que le traité de Versailles, c'est la constitution de l'Europe telle qu'elle va arriver 50 ans plus tard. Les États-Unis d'Amérique ont un président qui s'appelle Wilson. C'est un illuminé. C'est un illuminé absolu. Il est absolument convaincu d'un certain nombre de choses, le bonheur, la prospérité, et puis surtout le principe fondamental hein, de ce qu'on appelle le principe des nationalités. Lorsque l'empire de Napoléon s'était effondré, le congrès de Vienne s'était constitué autour du principe de légitimité, avec beaucoup, beaucoup d'exceptions. Évidemment, c'est toujours comme ça. En 1918, quand on va faire le traité de Versailles, enfin, Versailles, Saint-Germain, etc., on va constituer ça autour du principe de légitimité, des nationalités, avec beaucoup d'exceptions. Et c'est comme ça qu'on va avoir cette espèce de corridor de Danzig, avec d'un côté les Allemands, et de l'autre côté les Allemands, et les Polonais au milieu, enfin bref. C'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionnera pas et qui va déboucher sur la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est beaucoup plus grave que tout ça, c'est que derrière, il y a la main de Wilson. Et Wilson va imposer la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Mais quand il va revenir aux États-Unis, le Congrès refusera de voter. Et donc, le pays qui aura imposé la Société des Nations n'appartiendra pas à la Société des Nations. Et il va imposer un personnage, on le sait assez peu ça,
il va imposer un personnage comme le secrétaire général adjoint, on dirait aujourd'hui, de la SDN, un certain Jean Monnet. Parce que Jean Monnet, qui est tout jeune, hein, Jean Monnet a fait fortune dans le commerce entre les États-Unis, l'Angleterre et la France au moment de la guerre, en organisant une espèce de noria permanente. Il sera fait d'ailleurs baron par le roi d'Angleterre pour les services rendus à la couronne. Et c'est comme ça que Jean Monnet va devenir une espèce de cosmopolite intégral. D'ailleurs, vous savez qu'il brûlera son passeport devant tout le monde, à la télévision, je crois, devant tout le monde, son passeport français, en disant que lui, il n'a pas de nationalité. Et donc, il imposera Jean Monnet, et surtout, les Américains sont des pragmatiques. Quand je suis allé aux États-Unis, l'ambassadeur de France m'accueille et me dit, vous savez, mon général, ici, c'est pas un peuple de soldats, c'est pas un peuple de paysans comme nous, c'est pas un peuple vraiment de commerçants, c'est un peuple d'ingénieurs. Ils collectent des millions de données qu'il faut analyser par des milliers de personnes, ils en tirent des processus. Tant que le processus fonctionne, ils l'appliquent. Quand il ne fonctionne plus, ils cherchent la cause. Si c'est le processus qui est mauvais, on change de processus en reprenant le principe, hein. Et si c'est un homme, si c'est une erreur humaine, on vire le bonhomme. Par exemple, au moment de la première guerre du Golfe, vous savez, en 1990, les Américains, qui sont encore une fois des gens très pragmatiques, ont appelé leurs généraux commandant les brigades, les ont mis dans des camps, ils en faisaient passer des tests avant de les envoyer en Irak. Quand le général n'était pas bon, il était viré. On disait au colonel, on a une bonne nouvelle pour vous, c'est que maintenant c'est vous le général. Ouais, très bien. Mais c'est vous qui passez le test. Bon, si vous réussissez, vous resterez général. Si vous ne réussissez pas, dehors. Ils sont sans aucune pitié. Et donc, en 1918, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en 1913, le premier partenaire économique de l'Allemagne et le premier partenaire économique des États-Unis, c'est l'Allemagne. Et donc, en 1918, les Américains n'ont qu'une idée, c'est de retrouver la prospérité économique et de redonner à l'Allemagne sa prospérité économique. Et donc, ils vont aider l'Allemagne de façon outrancière. Il y aura ce qu'on appelle les fameux plans Dawes et Young. Ces deux plans qui vont permettre à l'Allemagne de s'affranchir d'une partie de sa dette de guerre. Sachant que les Anglais et les Allemands, et les Français, pardon, les Anglais et les Français vont payer jusqu'au dernier centime ou jusqu'au dernier penny ce qu'ils doivent aux Américains. Et pendant toute la partie 1930-1940, les Américains, le patronat américain, les financiers américains vont aider les Allemands. Et notamment, il y a un jeune gars là qui a l'air assez dynamique, assez tonique, pas Emmanuel Macron, Adolf Hitler, je veux dire, excusez-moi. C'est une mauvaise blague, je reconnais. Et donc, il y a ce gars-là qui a l'air assez enthousiaste, et donc ils vont l'aider. Vous avez un certain nombre de gens qui sont au premier plan. Un certain John Foster Dulles. Vous savez, il y a deux frères Dulles. Il y a Allen Dulles, qui sera le directeur de la CIA, et John Foster Dulles, qui sera le conseiller de N président des États-Unis. Et John Foster Dulles est un banquier, et donc il fait partie de ces banquiers qui vont aider le Parti national-socialiste à s'imposer jusqu'en 1939. Et avec une idée, parce que le programme du Parti national-socialiste est un programme d'une Europe qui redeviendrait une espèce d'empire. Alors évidemment, pour Adolf Hitler, c'est un empire héritier de l'empire wilhelmien, c'est-à-dire un empire germanique, mais peu importe pour les Américains. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir la prospérité. Sauf que, bon, ça ne va pas se passer comme ça. 1939, la guerre, 1940, etc. Les Américains hésitent, mais finalement entrent en guerre à la suite de Pearl Harbor, entrent en guerre aux côtés des Anglais et puis des Français, etc., contre l'Allemagne. L'Allemagne est battue en 1945. Et là, les Américains, je vous le dis, c'est un peuple d'ingénieurs. Les Américains n'ont qu'une idée, c'est de retrouver la prospérité qui prévalait en 1938. Et donc, on fait le plan Marshall pour aider les Allemands, tout va, à reconstruire leur industrie, leur économie, pour retrouver notre premier partenaire commercial. Et c'est comme ça que naît l'Europe, en réalité. Et donc, ils vont aider grâce à un certain nombre de personnages clés. Alors, je n'ai pas le temps de le citer, mais si vous me faites l'honneur de me lire, vous le verrez.
le général Clay, qui est le premier espèce de commandant en chef en Allemagne, et puis ensuite McCoy, qui est un politique génial aussi. Ils vont aider, ils vont faire naître les Allemands pour leur permettre de rejouer le rôle qui était le leur en 1913 et en 1938. Et il faut trouver un angle d'attaque. Et là, on va trouver un moyen. Ce moyen, c'est ce qui va s'appeler le marché commun par la suite. C'est une espèce d'entité qui va naître sous le parrainage allemand. Jean Monnet, vous savez, Charles de Gaulle disait, mais Jean Monnet, c'est un agent américain. Jean Monnet a créé une banque aux États-Unis. Jean Monnet était le conseiller de Roosevelt. Jean Monnet était l'homme qui, dans le Conseil national, dans le gouvernement provisoire qui était à Alger, était l'homme de Roosevelt. Et donc Jean Monnet est fondamentalement l'un des créateurs, sous l'égide américaine, de l'Union européenne. Ils sont, vous le savez, il y a plusieurs pères de l'Europe. On va citer les trois principaux en dehors de Jean Monnet. Donc Jean Monnet, je vous l'expliquerai rapidement, il a fait sa fortune, enfin il n'a pas fait sa fortune, mais il était l'héritier du cognac, il n'avait pas le bac. Son père l'a envoyé en Angleterre avant la guerre de 14 pour développer les affaires familiales. Bon, finalement, comme il faisait du commerce, c'est comme ça qu'il a le pied à l'étrier pour changer son commerce en économie de guerre, si je peux dire, enfin du commerce de guerre avec les États-Unis. Il est reconnu pour le rôle très efficace, c'est un homme remarquablement intelligent, pour le rôle efficace qu'il fait. Il devient secrétaire général adjoint de la SDN, poste où il s'ennuiera très profondément. Il va retourner aux États-Unis, il va créer une banque, il rencontrera aussi Chiang Kai-shek pendant la Révolution, etc., etc. Enfin bref, on arrive en 1946. En 1946, c'est l'homme des Américains. Et là, il va faire 3 rencontres. Il va rencontrer d'abord Robert Schuman. Alors, vous savez, il y a trois pères. Il y a un Français, Schuman, il y a Konrad Adenauer, l'Allemand, et puis il y a Alcide de Gasperi, l'Italien. Ces personnages-là sont très intéressants à regarder. Pourquoi ? Robert Schuman est un homme qui est né à Luxembourg. Il est allemand. Il a passé le bac en allemand et il a été officier dans l'armée allemande en 14-18. Il est né à Luxembourg. Luxembourg, c'est quoi ? Luxembourg, c'est l'une des grandes villes électeurs du Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire que c'est une ville qui est une ville fondamentalement dans la tradition du Saint-Empire romain germanique. Vous savez, la carte que je vous ai montrée de l'Autharingie. Et bien qu'il ait été sous uniforme allemand, même si c'était plutôt dans des œuvres sociales, même s'il était sous uniforme allemand, ça n'empêchera pas par la suite de devenir ministre français. Le deuxième personnage, c'est Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, lui, il vient de Cologne. Il est l'adjoint au maire de Cologne. Cologne, c'est quoi ? C'est une des grandes villes électrices du Saint-Empire romain germanique. Une ville extrêmement riche. Et lui, pareil, il va passer la guerre à s'occuper du ravitaillement des populations civiles, qui souffrent beaucoup en Allemagne aussi, pendant la guerre de 14-18. Il est catholique, profondément catholique, comme, j'ai oublié de le dire, comme Robert Schuman, qui voulait être prêtre, qui va entrer au séminaire et qui va d'ailleurs être découragé par des prêtres pour poursuivre sur cette voie-là, sachant que sa cause en béatification est introduite à Rome, pour Robert Schuman. Donc, Konrad Adenauer, c'est pareil. Il est catholique. Il va être dans le parti catholique qui s'appelle le Centrum. Il va être inquiété d'ailleurs par les nazis. Il va être mis en prison. Et un peu d'ailleurs comme Robert Schuman. Robert Schuman qui aura été ministre de Pétain en 1940, mais qui va rapidement démissionner et qui va passer la guerre de 14-18 à aller d'abbaye en abbaye. Et Konrad Adenauer, pareil, va être un peu protégé par le clergé allemand. Il va être fait prisonnier. Quand il sera libéré par les nazis, il va essayer de se cacher un peu, de se dissimuler. Voilà. Le troisième personnage, c'est Alcide de Gasperi. Et vous voyez, c'est très amusant parce que tous ces gens-là se ressemblent. Alcide de Gasperi, où est-il né ? Il est né à Trente. Et Trente, c'est une ville italienne, mais à l'époque, quand il est né, c'est une ville autrichienne. Et d'ailleurs, Alcide de Gasperi va faire la guerre de 14-18 sous uniforme autrichien. Il deviendra lui aussi Premier ministre italien.
Et Trente, qu'est-ce que c'est? Alors, vous connaissez tous le Concile de Trente, mais Trente, c'est aussi, c'est l'une des, il n'y en a pas 50, on a l'impression que toutes les villes sont comme ça, mais non, il n'y en a pas 50. C'est une des grandes villes électrices du Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire, c'est une ville de l'Autharingie. Ces gens-là sont des gens de la frontière. Moi qui habite à côté de l'Espagne et qui me sens à moitié espagnol, je peux vous dire que les gens de la frontière, ils ont l'impression de faire une mi-temps de chaque côté. Quand on me dit souvent, j'espère qu'il n'y aura jamais la guerre entre la France et l'Espagne, je ferai une mi-temps dans chaque camp, moi. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que Robert Schuman, vous savez que Robert Schuman, quand il faisait ses discours en français, il les rédigeait d'abord en allemand. Parce qu'il maîtrisait mieux l'allemand que le français. Alcide de Gasperi, il s'exprimait en allemand et en italien, évidemment. Et donc, ces trois personnages sont des personnages qui ont beaucoup souffert de la guerre de 14-18. Pour eux, la guerre de 14-18, c'est une guerre civile. C'était une guerre civile entre des gens qui sont des frères lotharingiens. Et ils rencontrent donc Jean Monnet, un homme d'affaires, pas très scrupuleux, et qui va les persuader de jouer un rôle de catalyseur de cette idée de l'Union européenne. Et c'est comme ça que le marché commun va naître. Alors on va signer le marché commun, on va le signer. On le signe quand? Alors c'est très amusant, on le signe le 25 mars 1957, le jour de l'Annonciation. Parce qu'on veut d'emblée montrer la dimension spirituelle. Je vous rappelle, Alcide de Gasperi, pendant la guerre, Mussolini va le faire prisonnier, et après il va se réfugier, il sera réfugié au Vatican. Il sera responsable de la bibliothèque du Vatican. C'est-à-dire que ces trois hommes-là sont des catholiques convaincus. Schuman, Gasperi et Adenauer. Je ne parle pas de Jean Monnet. Jean Monnet, lui, c'était autre chose. Il était américain convaincu, c'est pas pareil. Et donc, on va signer ça le 25 mars, jour de l'Annonciation, pour donner une vision catholique à cette entreprise. Et on la signe où? À Rome. Mais oui, forcément. Parce que quelle est la capitale de l'Empire romain? C'est Rome. Et on la signe où? Dans la salle des Curias. Peut-on faire plus référence à Rome que ça? Et d'ailleurs, Jean-François Degnaud le raconte très bien dans ses mémoires. Il dit, puisque c'est lui qui a rédigé le préambule du traité de Rome, il dit on a fait exprès d'être extrêmement vague pour que tout soit possible, que tout le monde s'y retrouve. Ceux qui étaient partisans de quelque chose qui réunisse les Européens comme ça, voilà. Et puis ceux qui étaient partisans d'avoir une organisation politique, et puis ceux qui étaient partisans d'avoir une organisation supranationale. Et de là vient toute l'histoire de l'Union européenne. Alors, regardez. Ça, pardon, ça c'est un film de 1961. Et alors, on s'est amusé à mettre le portrait de Macron, parce que vous savez que la Ve République a eu 8 présidents de la République. Sur les 8 présidents de la République, il y en a 2 qui sont des cadres dirigeants de la banque Rothschild, d'anciens cadres. Il y a Emmanuel Macron, on le sait, mais on le sait un peu moins parce qu'on l'a oublié maintenant, Georges Pompidou. Quand vous avez 2 personnes, 2 présidents de la République, qui sont issus de la banque Rothschild, c'est plus une, comment dirais-je, un hasard. Alors, évidemment, ce que je dis, il n'y a rien de secret, hein. Tout le monde sait qu'il y a une collusion entre le monde politique et le monde de la finance. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est cette collusion, à quoi sert-elle? Vous voyez, le premier président de la Commission européenne, c'est Walter Hallstein. Alors, Walter Hallstein, comme son nom l'indique, il était allemand, voilà. C'était l'ennemi intime de Charles de Gaulle. Et Walter Hallstein, il a été imposé par qui? Par les Américains. D'abord comme collaborateur de Konrad Adenauer, et puis ensuite comme étant celui qui était le plus armé pour être le président de la Commission européenne. C'est l'ancêtre de Madame von der Leyen, enfin le prédécesseur de Madame von der Leyen. Et alors ce Walter Hallstein, d'où vient-il? Alors Walter Hallstein,
Adolf Hitler n'a fait qu'un seul voyage d'État. Ah bah, après, c'était la guerre, donc il ne faisait plus de voyage d'État, hein. Mais il n'a fait qu'un seul voyage d'État en tant que chef d'État. C'est à Rome, en 1938, je crois, de mémoire, début 38. Et qui trouve-t-on dans la délégation d'Adolf Hitler? Walter Hallstein. Walter Hallstein est l'un des théoriciens de la construction européenne vue par les nationaux socialistes. Alors, après, il va être dans l'armée, il va être fait prisonnier par les Américains. Que vont faire les Américains? Ça aussi, on l'a un peu oublié, mais un certain nombre d'officiers allemands qu'ils avaient repérés comme étant des types à potentiel, et les envoyer aux États-Unis pour les dénazifier. Donc, ils avaient deux centres là-bas pour dénazifier les gens, hein. Il y en avait un à New York et l'autre, je ne sais plus où. Et Walter Hallstein faisait d'ailleurs des conférences. Et une fois qu'il a été dénazifié, c'est-à-dire traduire américanisé, on l'a renvoyé en Europe et il a fait la carrière qu'il a voulu. Et donc, Walter Hallstein ne se cachait pas. Il disait, je suis le président de la Commission européenne, mais demain, nous serons, comme Giscard qui disait qu'il ne voulait pas être président de l'Europe, hein, mais demain, il y aura un État fédéral. C'est comme ça que ça va marcher. Et donc, De Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, ne pouvait pas supporter ça. Donc, il a fini par avoir la peau de Walter Hallstein. Ça a pris du temps. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelait le compromis de Luxembourg, la politique de la chaise vide, etc. Walter Hallstein va claquer, enfin, va partir en 1967. Mais vous voyez, ça a mis du temps. Le compromis de Luxembourg, c'est 65. Et donc, en réalité, les héritiers aujourd'hui de Walter Hallstein sont exactement dans l'idée qui prévalait du temps de Walter Hallstein, c'est-à-dire de continuer cette marche en avant d'une Union européenne. Comme le dit Jean Gabin, c'est quoi l'Union européenne? L'Union européenne, ce qu'elle veut, elle, c'est des consommateurs producteurs. Elle se moque éperdument de savoir s'ils viennent du Bénin, de je ne sais où, d'Australie ou de Patagonie. Ce qu'ils veulent, c'est des consommateurs producteurs en Europe. Consommer pour produire, produire pour consommer. Parce qu'en fait, l'empire européen, tel qu'il est prévu, tel qu'il est devenu, évidemment, il s'est largement affranchi de ses origines baptismales du 25 mars 1957. C'est aujourd'hui d'en faire un État marchand. Jacques Delors ne disait pas autre chose. J'ai passé 1 heure en tête-à-tête avec Jacques Delors. J'ai passé 1 heure remarquable. C'était un homme remarquablement intelligent. Mais je voyais que nous n'étions d'accord sur rien. Sa grande idée, celle de Barroso, celle de Madame von der Leyen aujourd'hui, au-delà même du fait qu'ils sont largement influencés par les Américains, et si ça vous intéresse, dans mon bouquin, là, j'en parle, au-delà du fait qu'ils sont influencés par les Américains, ils sont absolument convaincus que la seule solution, justement, qui prévaut, c'est d'étendre l'Europe le plus possible. D'ailleurs, je rappelle qu'un certain nombre de traités prévoient que pour être européen, il suffit de respecter l'état de droit, la démocratie et d'être d'accord avec le libre-échange. À ce titre-là, si vous voulez, demain, l'Australie peut faire partie de l'Union européenne. Ça ne choquera pas ces gens-là. Donc, en réalité, pour terminer, je terminerai mon propos là. En réalité, si vous voulez, aujourd'hui, on a donc des États qui demandent à entrer. Les derniers soubresauts, alors la Turquie, sont un peu en retard maintenant parce que les peuples se sont réveillés, il y a eu tellement de mouvements. Bon, alors les Turcs, on s'en méfie. Mais l'Ukraine ou les Américains, 40% de toute l'économie agricole et alimentaire de transformation ukrainienne est dans la main de consortiums américains. C'est pour ça que les Américains ne lâchent pas l'Ukraine. Et donc, les Européens n'ont qu'une idée, c'est de s'étendre de telle façon que demain, ils puissent avoir plus de consommateurs. Et si en plus, on peut contrer davantage les Russes, pourquoi pas? Je n'ai aucune sympathie pour les Russes, mais on peut comprendre, si vous voulez, que les Russes soient méfiants vis-à-vis de cet empire qui ne dit pas son nom et qui s'étend en promouvant, si vous voulez, d'une certaine façon, le camp du bien, entre guillemets, mais tout ça pour des intérêts financiers et économiques plus ou moins sordides. Voilà. Je terminerai là en me livrant à vos questions si vous en avez. Cher camarade, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.